Salut les futurs opticiens, futures opticiennes ou opticiens et opticiennes. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui sont tout nouveaux et puis je suis contente de retrouver ceux qui ne sont pas tout nouveaux. Donc avant de commencer cette petite vidéo sur la contactologie, donc sur les lentilles, je tiens à remercier tous les futurs opticiens et abonnés de la chaîne qui sont de plus en plus nombreux et vous êtes toujours très actifs et j'adore vos commentaires, j'adore voir tous vos likes, tous vos abonnements, vous êtes au top. Après tous ces remerciements, maintenant place la contactologie. Donc cette vidéo, je l'ai faite dans le but de t'aider pour les sujets d'analyse de la vision qui contiennent tous, bien sûr, une partie contactologie. Et le problème, c'est qu'on a rarement de voir en détail cette partie contactologie en fin d'année. Donc cette petite vidéo te permet de réviser les notions les plus importantes sur les lentilles. Elle te permet aussi, si tu travailles en magasin, de mieux comprendre les lentilles et éventuellement de pouvoir passer le cap des adaptations lentilles. Donc, tout d'abord, avant une adaptation, il faut avoir des informations. Ces informations vont nous permettre de pouvoir choisir les paramètres de la lentille, le type de lentille, au final, la lentille, le nom de la lentille, et de partir sur telle ou telle lentille. Les informations importantes, c'est l'état des structures de l'œil. Comment mon œil se porte. Et on aura besoin de quelques mesures dont je ne parlerai pas aujourd'hui dans la vidéo parce que c'est des mesures qui sont souvent données et faciles à interpréter. Ensuite, nous aurons besoin de savoir analyser la qualité du système lacrymal, les larmes. Et enfin, nous aurons besoin de la kératométrie et surtout, il faudra savoir la lire. Donc, je l'ai déjà dit, ces informations vont nous permettre de choisir la lentille, mais plus en détail, ces informations vont nous permettre de choisir le diamètre qu'on va prendre. Attention, quand je parle de diamètre de la lentille, c'est le diamètre total, mais il y a aussi le diamètre de la zone optique. Ces informations vont me permettre de choisir le rayon de courbure de la lentille. Ces informations vont aussi me permettre de choisir la puissance, le matériau en fonction des larmes, et différents paramètres, la géométrie, et je vais pouvoir aussi choisir la durée de vie de la lentille, mais ça sera plutôt grâce à l'histoire de cas. Donc, je l'ai vu, je vais avoir besoin d'informations vraiment en relation avec l'œil. Mais je vais aussi avoir besoin d'interroger mon sujet pour savoir ce qu'il recherche. D'accord, ce qu'il veut obtenir en se faisant adapter en lentille. Je vais devoir interroger aussi mon sujet pour savoir s'il y a des contre-indications au port de lentilles ou s'il y a un environnement particulier ou quelque chose qui nécessiterait de partir plutôt sur un type de lentille plutôt qu'un autre. Les questions qui reviennent souvent, ça va être la motivation. Pourquoi il souhaite porter des lentilles? Est-ce que c'est un port esthétique? Est-ce que c'est... il y a plein de raisons. Ensuite, je vais lui demander s'il a des anomalies oculaires ou s'il a été opéré, parce que ça peut présenter bien sûr une contre-indication au port de lentilles. Je vais lui demander s'il a des allergies. Je vais lui demander s'il a un traitement hormonal ou une grossesse, pilule, en fait des choses qui modifieraient les hormones, qui du coup modifie la vue, qui modifie la qualité des larmes, etc. Information très importante. Donc je vais lui demander s'il travaille ou s'il fait des loisirs dans un environnement particulier. J'entends par là un environnement poussiéreux ou humide ou quelque chose qui pourrait faire que je dois oublier certains types de lentilles et plutôt partir sur d'autres lentilles. Je dois savoir aussi s'il travaille beaucoup sur écran. Parce que quand on travaille sur écran, tu dois déjà le savoir, on cligne beaucoup moins des yeux. Donc le renouvellement des larmes se fait beaucoup moins bien. Et forcément, je vais devoir choisir mon type de lentille en fonction de ça. Je vais lui demander s'il fait du sport et s'il fait du sport, quel sport? Tabac, c'est pareil. Et si tu as d'autres questions pertinentes à lui poser, tu lui poses. C'est des informations
en plus pour savoir quelle lentille on va lui proposer. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu dans les grandes lignes les infos qu'il nous faut, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails et on va parler du système lacrymal, l'étude du système lacrymal. Pourquoi parler de ça en détail? Parce que c'est des questions qui retombent tout le temps au BTS. Donc déjà le système lacrymal, il est composé de 3 couches. Une couche lipidique, une couche aqueuse, une couche mucinique. Ensuite, il faut savoir que ce système lacrymal, ces larmes, on peut l'évaluer de façon quantitative, donc évaluer la quantité de larmes, et on peut faire une évaluation qualitative, c'est-à-dire la qualité des larmes. Et il faut connaître les différentes méthodes. Pour l'évaluation quantitative, la quantité de larmes, on a Schirmer. C'est une méthode qui est invasive parce que c'est une méthode où on va mettre un papier buvard dans la paupière inférieure et regarder en fait combien ce papier a absorbé de larmes. Invasif, ça veut dire qu'on a dû mettre quelque chose dans l'œil pour pouvoir obtenir cette mesure. La norme, c'est environ 10 mm en 5 minutes. Alors attention, les normes, ça fluctue en fonction des écoles, etc., etc. Pour le BTS, il faut connaître les normes, il faut savoir que c'est une méthode quantitative et il faut savoir que c'est invasif. Ensuite, autre méthode pour évaluer la quantité des larmes, c'est la méthode du carré. C'est non invasif, c'est juste une mesure et la norme se situe entre 0,2 et 0,4 mm. Quand on est en dessous de ces normes, ça veut dire que c'est une contre-indication au port de LSH. Il faudra sûrement partir sur un autre type de lentille. Ensuite, on a tout ce qui est évaluation qualitative pour la qualité des larmes. Est-ce qu'elle recouvre bien mon œil? Je vais avoir le F-but, le canibut, le ténibut. Le F-but, c'est avec la fluorescine, d'accord? F comme fluorescine. C'est une méthode qui est invasive puisque j'insère en fait, je mets de la fluorescine dans l'œil. Qu'est-ce que je vais observer? Le temps de rupture du film lacrymal sur l'œil. C'est-à-dire que mon sujet va cligner des yeux et je vais observer au bout de combien de temps le film lacrymal qui est fluo du coup va se rompre. La norme, il faut que ce soit supérieur à 10 secondes. Ensuite, on a le canibut qui est non invasif et le ténibut qui est non invasif aussi. Donc, toutes ces informations qu'on va récolter, elles vont nous permettre dans notre tête de nous faire déjà une petite idée de est-ce qu'on va plutôt tenter la lentille souple hydrophile ou est-ce qu'on va plutôt partir sur une lentille rigide perméable au gaz? La lentille souple hydrophile, on va la conseiller à qui? On va la conseiller aux personnes qui souhaitent porter leur lentille de façon occasionnelle. On va les conseiller aux sportifs aussi, les LSH. Pourquoi? Parce que c'est des lentilles qui tiennent bien sur l'œil, contrairement aux LRPG. Ensuite, on va conseiller les LSH pour un port esthétique, donc des lentilles de couleur par exemple. On sera en LSH pour les ports thérapeutiques. On va conseiller des LSH pour quelqu'un qui n'a pas de problème de larmes, donc pas de problème d'œil sec, parce que le renouvellement se fait pas aussi bien qu'en LRPG. Et enfin, la LSH pour quelqu'un qui n'a pas d'astigmatisme irrégulier, qui n'a pas d'irrégularité cornéenne, tout simplement parce que la LSH, elle repose que sur la cornée. Donc si la cornée est déformée, la lentille pose pas bien et donc du coup on va avoir plein de problèmes liés à ça. Ok, maintenant la lentille rigide perméable au gaz. Pour qui? Justement, pour une personne qui aurait un astigmatisme irrégulier, une irrégularité cornéenne, un kératocone en fait, tout simplement, par exemple. Pourquoi? Parce que en lentille rigide perméable au gaz, mais ça j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo, on a un ménisque, ce qu'on appelle un ménisque de larme, c'est-à-dire une petite épaisseur de larme entre la lentille et la cornée qui permet en fait d'épouser toutes ces irrégularités qu'on a sur notre cornée. Ça fait comme si je mettais un matelas à mémoire de forme entre la lentille et ma cornée déformée. Ça pose très bien et il n'y a aucun problème au niveau de la réfraction puisque mes larmes épousent ma cornée déformée. Ensuite, les LRPG, on les conseillera pour par exemple des personnes atteintes de myopie évolutive. Donc dans ce cas-là, c'est les lentilles ortho-K. Les lentilles rigides pour un port continu. Pourquoi? Parce que les lentilles rigides déjà, elles sont plutôt pour les personnes qui ont une forte amétropie. Donc quand tu as une forte correction, tu as tout le temps ou tes lunettes ou tes lentilles. Donc c'est des personnes qui sont susceptibles de porter leurs lentilles de façon continue.
Et en plus de ça, les LRPG nécessitent un temps d'adaptation assez important. Donc, il faut les porter souvent pour pouvoir y être habitué. Et un port occasionnel, c'est pas possible. Parce qu'une personne qui les porte, je sais pas, 3 fois par an, à chaque fois qu'elle va mettre ses lentilles rigides sur ses yeux, ça va être un enfer parce qu'elle sera pas habituée. Et donc, l'adaptation va échouer. Les LRPG pour qui? Pour quelqu'un qui ne travaille pas dans un milieu poussiéreux. Parce que une personne qui travaille dans un milieu poussiéreux, la poussière va se mélanger aux larmes. On a un ménisque de larmes entre la lentille et la cornée. La poussière va frotter sur la cornée, etc. Bref, le calvaire. Ensuite, LRPG pour qui? Pour des personnes qui avaient une mauvaise oxygénation, par exemple de la cornée en LSH. Oui, ça peut paraître bizarre, mais en fait, les lentilles rigides permettent une meilleure oxygénation de la cornée, on le verra un peu plus loin dans la vidéo. Les LRPG pour qui? On l'a dit pour des fortes amétropies, parce que en LRPG, on a une qualité optique qui est au top. Et enfin, LRPG pour qui? Pour les personnes qui ont des problèmes où on a un mauvais renouvellement des larmes, par exemple. La LRPG, ça sera top parce qu'on a un renouvellement qui sera meilleur des larmes. Ok, donc maintenant qu'on a vu un petit peu les différents types de lentilles, lentilles souples, lentilles rigides, il faudra aussi choisir le conditionnement et le port. Ça, c'est surtout en relation avec l'histoire de cas. C'est surtout l'histoire de cas qui va nous permettre de choisir est-ce que je vais plutôt le mettre en journalière? Est-ce que je vais plutôt le mettre en bimensuel ou en mensuel? En trimestriel ou annuel? D'accord? Les lentilles rigides, elles sont souvent annuelles. En général, on les garde 1 ou 2 ans. Ok, donc rentrons un peu plus dans les détails. On va parler maintenant des lentilles souples hydrophiles, souvent abrégées comme ça, LSH. Les lentilles souples, on retrouve les hydrogels et les silicones hydrogels. Il faut savoir un petit peu les avantages et les inconvénients de ces deux types de lentilles. Donc les hydrogels, c'est des lentilles qu'on met beaucoup moins maintenant. C'est des lentilles qui se déshydratent, qui ne laissent pas très bien passer l'O2, l'oxygène. Et les silicones hydrogels, c'est des lentilles qu'on retrouve énormément maintenant, qui sont quasi tout le temps dans les adaptations lentilles. Pourquoi? Parce que c'est des lentilles qui se déshydratent moins, qui sont confortables, qui sont top. Ensuite, il faut savoir que ces lentilles souples, elles sont classées selon une classification FDA qui nous permet en fait de en savoir un peu plus sur la lentille. Donc cette classification, il faut la connaître, bien sûr pour le BTS, ça fait partie des infos à connaître. Ah non, encore une. En fait, il faut juste savoir que les lentilles qui sont classées dans le groupe 1, c'est des lentilles non ioniques et au niveau de l'hydrophilie, c'est une hydrophilie inférieure à 50% et ainsi de suite. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir une lentille ionique, quels sont les avantages, désavantages, non ionique pareil, et l'hydrophilie, c'est quoi? Une lentille ionique, c'est une lentille qui se salit plus vite, qui se déshydrate plus vite. Une lentille non ionique, c'est une lentille du coup qui se salit moins et qui se déshydrate moins vite. L'hydrophilie, c'est le pourcentage d'eau que contient la lentille. Attention aux idées reçues, parce qu'on peut se dire plus ça contient d'eau, mieux c'est. Pas forcément, parce que si elle est élevée, ça veut dire que l'œil doit fournir plus de larmes, et donc du coup, s'il fournit plus de larmes pour hydrater la lentille, il va y avoir un risque d'œil encore plus sec que ce qu'il ne l'était. Oxygénation de la cornée et diamètre de la lentille. Donc c'est deux choses un petit peu liées, c'est pour ça que je les ai mises ensemble, comme ça me permet de parler de l'une et de l'autre en même temps. On a une information sur les lentilles, sur les boîtes de lentilles, qui nous permet de savoir si la lentille transmet beaucoup d'oxygène à l'œil ou pas. Cette information, c'est le dK sur E. Le dK, c'est la perméabilité du matériau à l'oxygène. Le dK sur E, c'est la transmissibilité à l'oxygène. Attention, c'est pas pareil. Attention, E, c'est l'épaisseur de la lentille. L'épaisseur est variable, bien sûr, en fonction de la correction. Mais comme on ne peut pas donner un dK sur E différent pour toutes les corrections différentes, sur les boîtes de lentilles, il faut savoir que ce dK sur E, il est toujours donné pour une correction de -3 dioptries. Il faut savoir que pour un port journalier, sans anoxie,
ça veut dire sans privation partielle d'oxygène par rapport à la cornée. Donc pour un port journalier, il faut que mon dK sur E soit supérieur à 24. Pour un port prolongé, par contre, attention, pour un port qui sera un peu plus long, il faudra que le dK sur E soit supérieur à 125. Petit plus, le stade au-dessus de l'anoxie, c'est l'hypoxie. Hypoxie, notre cornée est étouffée. Ensuite, une information importante par rapport à l'oxygénation de la cornée, eh bien, ça va être le diamètre de la lentille. Il faut savoir que le diamètre d'une lentille souple hydrophile, en général, c'est le diamètre de la cornée plus 2 mm. 1 mm en haut, 1 mm en bas. Pour la LRPG, le diamètre sera le diamètre cornéen moins 2 mm. C'est-à-dire que le diamètre de la lentille rigide est inférieur au diamètre cornéen. Ce qui permet quoi? Une meilleure oxygénation et un meilleur renouvellement des larmes, car la lentille est déjà plus mobile et le diamètre est inférieur à celui de la cornée. Donc maintenant qu'on a vu comment on choisissait le diamètre et quelle relation il avait avec l'oxygénation de la cornée, on va parler du rayon de courbure de la lentille. Comment on choisit ce rayon de courbure? C'est très simple, on respecte la règle d'adaptation du fabricant. Tu vas voir sur compte fourni, il y a une règle d'adaptation du fabricant quasi tout le temps. Cette règle d'adaptation, elle est simple, elle te permet, en faisant juste un petit calcul, de trouver le rayon de courbure de la lentille que tu vas prendre. Mais attention, parce que cette règle d'adaptation, elle fait référence à la kératométrie. Et il faut savoir lire la kératométrie du sujet. Donc, si tu as un œil qui est astigmate, tu vas avoir deux rayons, d'accord? Donc, tu vas avoir un premier rayon, un second rayon. Le premier est souvent noté K, c'est le rayon le plus plat, c'est le rayon le plus grand. Le second est noté K', c'est le rayon le plus serré, le rayon le plus petit. Là, tu as les axes qui sont notés juste à côté. Attention, les axes, c'est pas forcément 90, 180. Ensuite, dans la règle d'adaptation du fabricant, tu as souvent le KM. KM, c'est le rayon moyen. C'est-à-dire que tu vas faire K plus K', le tout divisé par 2, ça te donne le K moyen. Donc, fastoche, maintenant, on sait choisir le diamètre, le rayon de courbure. Il nous manque la puissance de la lentille. Alors, je vais pas vraiment rentrer dans les détails ici parce que dans les sujets de BTS, on nous demande beaucoup de calculs. Donc, je ferai des vidéos là-dessus, pas de souci. Par contre, il faut savoir un petit peu, grosso modo, comment ça se passe. Donc déjà, il y a une chose qui est toujours un peu vraie, c'est que la puissance en lentille pour un myope sera inférieure à la puissance lunette pour un myope. Et inversement, la puissance lentille pour l'hypermétrope sera supérieure à la puissance lunette de l'hypermétrope. Donc, pour choisir la puissance lentille pour un œil sphérique, c'est facile, je convertis la puissance des lunettes en lentille avec le tableau de conversion qui me sera donné. C'est donné dans les sujets. Pour un œil astigmate inférieur ou égal à 0,75, c'est-à-dire un astigmatisme non gênant, je fais une sphère équivalente et je choisis une lentille sphérique. On ne va pas l'embêter à prendre une lentille torique pour un astigmatisme qui est non gênant. Ça pourrait devenir gênant en fait. Mais attention à bien faire la conversion en lentille de contact avant de faire la sphère équivalente. Sinon, tu fais la sphère équivalente de la correction lunette. Donc, première étape, je convertis ma formule sphérocyle en lentille et ensuite je fais ma sphère équivalente. Et enfin, pour la puissance d'une lentille pour un œil astigmate qui aurait un astigmatisme supérieur à 0,75, dans ces cas-là, bien sûr, je choisis une lentille torique, mais attention à toujours garder une chose en tête. En LSH, il n'y a pas de ménisque de larme. En LRPG, il faudra tenir compte pour la puissance du ménisque de larme. Donc, je t'ai parlé de lentille astigmate, lentille torique. Mais attention, il faut savoir si l'astigmatisme il est interne ou s'il est cornéen. Tu as des calculs qui te permettent de savoir si l'astigmatisme total de ton œil, il est plutôt interne ou s'il est cornéen. Une fois que tu as fait ces calculs, tu vas savoir si l'astigmatisme vient de la cornée qui est déformée
cas de l'astigmatisme cornéen, ou si l'astigmatisme vient plutôt des structures intraoculaires, donc le cristallin ou la rétine. Et là, on est dans le cas d'un astigmatisme interne. Je ne corrige pas mon sujet de la même façon en fonction de mes résultats. C'est-à-dire que mon histoire de cas m'a donné des informations, mes mesures m'ont donné des informations, la qualité de mon système lacrymal m'a donné des informations. Et maintenant, le type d'astigmatisme me donne des informations sur le type de lentille à choisir. En lentille souple, je vais corriger un astigmatisme gênant, cornéen, donc qui vient de ma cornée, par une lentille torique interne. La lentille sur la face interne sera torique. Donc, astigmatisme vient de la surface de ma cornée. Je vais faire en sorte que l'intérieur de ma lentille soit déformé de la même façon que ma cornée pour que ça épouse bien mon astigmatisme cornéen. Ensuite, si jamais mon astigmatisme est gênant et interne, il ne vient pas de ma cornée, il vient de l'intérieur, en gros, de mon œil. Dans ces cas-là, je partirai sur une lentille torique externe parce que j'ai pas besoin que ma lentille épouse une cornée déformée, vu qu'elle n'est pas déformée. C'est l'intérieur de mon œil qui est déformé. Pour la lentille rigide perméable au gaz, c'est un peu la même chose, mais il y a un autre paramètre qui rentre en compte. Lentille rigide, je pars sur une sphérique. Si j'ai un astigmatisme, tu vas me dire c'est bizarre. Non, parce que en lentille rigide, on a le ménisque de larme. Et ce ménisque de larme, il compense 90% de l'astigmatisme cornéen. C'est-à-dire que si j'ai un astigmatisme qui est cornéen, qui est inférieur ou égal à 2,5 dioptries, je peux me permettre de partir sur une lentille rigide sphérique, puisque de toute façon, mon astigmatisme cornéen va être corrigé. Par contre, si jamais j'ai un astigmatisme qui est cornéen, mais qui est supérieur à 2,5 dioptries, je vais partir sur une lentille rigide torique interne. Torique externe, si jamais l'astigmatisme est principalement interne et gênant, c'est la même logique que la lentille souple. Donc, maintenant qu'on a choisi tous nos paramètres, qu'on a bien fait attention à ce que notre sujet nous a dit, à nos mesures, à notre qualité des larmes, qu'on a fait vraiment attention à tous ces paramètres différents, eh bien on va contrôler l'adaptation. C'est-à-dire que notre sujet va porter ses lentilles, d'accord, puis il va revenir et on va lui reposer des questions. D'accord, on va refaire une sorte de petite histoire de cas. Puis on va faire une observation en biomicroscopie. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce mot, hein. Biomicroscopie, c'est la lampe à fente, tout simplement. Et enfin, on vérifiera les acuités visuelles pour savoir s'il y a besoin d'une réfraction complémentaire ou pas. Ensuite, attention, il faut savoir reconnaître et résoudre une mauvaise adaptation. Mauvaise adaptation, c'est quand un paramètre n'est pas bon. Ça peut être un rayon de courbure de lentille trop plat. Elle n'est pas assez courbée, cambrée. Donc, quand le rayon de courbure est trop plat, trop grand, on observe une lentille qui est mobile, qui se décentre forcément, puisqu'elle est mobile. On observe un inconfort. On observe une vision floue fluctuante, puisque la lentille bouge. On peut observer un décollement des bords de la lentille. Si elle est trop grande, forcément, ça baille comme un pantalon trop grand. Dans ces cas-là, comment on résout le problème ? Eh bien, on diminue le rayon de courbure, ou bien on augmente le diamètre, ou bien on change de géométrie. Si le rayon de courbure est trop serré, donc trop petit, la lentille, elle est très peu mobile, d'accord, au test du push-up. Donc test du push-up, c'est quand on essaie de faire bouger la lentille. Là, ma lentille, elle va rester plaquée à ma cornée. D'accord, donc lentille très peu mobile. On va avoir une lentille très centrée puisqu'elle ne bouge pas. Bizarrement, mais en même temps c'est pas si bizarre, on va avoir un confort plus. Notre sujet va nous dire trop bien cette lentille. Parce que la lentille ne fait qu'un avec la cornée, d'accord, elle est comme ventousée. Et donc le sujet en fait ne la sent pas du tout. Mais attention, c'est pas parce qu'il ne sent pas de gêne que c'est pas dangereux. Donc si on observe ça, on augmente le rayon de courbure ou bien on diminue le diamètre. Enfin, si on a un diamètre incorrect, donc le diamètre est trop petit ou trop grand, sachant que sur les lentilles en général c'est des diamètres uniques, on changera de lentille. Attention, dans le cas d'une lentille rigide, si jamais tu choisis de modifier
le rayon de courbure, il faut toujours que tu te dises que si tu modifies le rayon de courbure, tu modifies du coup le ménisque de l'arme. D'accord? Parce que la lentille va plus ou moins accumuler de larmes. Donc, la lentille qui sera créée par les larmes va être plus ou moins convexe quand tu modifieras le rayon de courbure. Si, quand tu modifies le rayon de courbure de la lentille, ça modifie la puissance du ménisque de l'arme, dans ces cas-là, il faudra penser à modifier la vergence, la puissance de la lentille rigide. Pour savoir comment modifier la vergence de la lentille rigide, tu dois avoir en tête que si tu resserres ta lentille, donc si tu diminues le rayon de courbure, le ménisque qui va être créé va être plus convexe. Donc du coup, tu vas compenser ça en rajoutant du concave à ta vergence. Si jamais au contraire tu aplatis ta lentille, c'est-à-dire que tu augmentes le rayon de courbure, le ménisque va devenir moins convexe, l'épaisseur au centre de tes larmes en gros va diminuer, donc du coup tu vas devoir rajouter du convexe à la vergence de ta lentille rigide. Donc maintenant les lentilles, tu as compris que c'était des paramètres à choisir, des modalités de port à choisir, un type de lentille rigide ou souple à choisir, des paramètres à savoir adapter si l'adaptation n'est pas bonne. Mais attention, les lentilles, c'est aussi l'entretien. On ne peut pas adapter une personne qui a une mauvaise hygiène en lentilles, puisqu'il y a des risques graves. Dans cette vidéo, on ne parlera pas des risques liés à une mauvaise hygiène ou des risques liés aux lentilles. Par contre, on va parler de l'entretien des lentilles, parce que c'est quelque chose qui tombe à chaque fois, quasi, au BTS en analyse de la vision. Il faut connaître un peu les, on va dire, 4 catégories de produits d'entretien. On a les produits multifonctions, c'est top, c'est des produits qui font tout, mais par contre, il faut penser à masser la lentille pour enlever par une action mécanique les dépôts et tout ce qui est contaminant en fait. Ensuite, on a les oxydants. Les oxydants, c'est plus efficace. Bon, c'est un peu plus long, c'est un peu plus contraignant, mais c'est beaucoup plus efficace. Ça fonctionne avec de l'eau oxygénée H2O2 et c'est une neutralisation par comprimé ou disque de platine. C'est une réaction chimique, tout simplement. Ça, c'est un nettoyage chimique de la lentille et on neutralise la réaction chimique pour que la lentille, on puisse la reposer sur notre œil sans que ça nous crame. Ensuite, on a les solutions salines, donc c'est des solutions de rinçage après l'entretien des lentilles. Et on a les déprotéinisants pour supprimer les protéines, les dépôts tenaces. C'est un nettoyage hebdomadaire et c'est en plus du nettoyage classique des lentilles. Et voilà, après cette vidéo, normalement, tu as toutes les bases nécessaires pour exceller en contactologie. Je te remercie encore une fois de m'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si tu as des questions ou des propositions de vidéos. Et salut salut les futurs opticiens!